La RSE, c'est quand même un sujet dans lequel je suis tombée en faisant mes études. C'est passionnant parce qu'on ne peut pas être contre. Il n'y a pas de gens qui sont contre la RSE. Donc ça, déjà, c'est extrêmement fédérateur. Pourquoi s'engager ? Parce que c'est hyper excitant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi c'est cool la RSE. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Isabelle Spiegel, directrice environnement de Vinci. Merci Isabelle d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par une première question très simple. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, te présenter ? Je travaille dans le domaine de l'environnement et ce depuis mes études, puisque je suis ingénieure de formation et j'ai choisi mon école d'ingénieur il y a un peu plus de 25 ans parce qu'elle avait déjà une option environnement. Et il y en avait que deux en France, et en l'occurrence, c'est les mines de Douai qui s'appellent aujourd'hui IMT Nord-Europe. Et puis, j'ai travaillé dans le conseil en développement durable pendant la majorité de ma carrière, donc à faire de la stratégie développement durable, du reporting, des rapports, de l'analyse du cycle de vie, etc. Puis un passage dans l'ingénierie. Là, j'avais une fonction opérationnelle, en fait, pure, de gérer des équipes qui s'occupaient d'environnement, mais à la fois les études d'impact environnemental, notamment de grands projets d'infrastructure, et puis de la dépollution de sol. Et depuis un peu plus de 5 ans maintenant chez Vinci, en charge du pilotage de l'ambition environnementale. Donc du coup, c'était important pour toi d'avoir de l'impact dans ton métier, d'avoir du sens ? Oui, je pense que ça prend tout son sens. D'abord, dans le conseil au départ, on fait bouger quelques entreprises sur la prise de conscience, sur des solutions concrètes, etc. J'avais un peu en début de carrière l'idée de me dire pourquoi pas reprendre les études à mi-parcours et changer complètement de métier. Aujourd'hui, il n'en est pas question puisque j'ai pas fait le tour de la question, qu'il y a encore énormément de choses à faire et que effectivement chaque jour j'ai l'impression d'en faire un peu plus dans cette recherche de sens et effectivement d'impact. Surtout que lire les rapports du GIEC, ça peut créer un peu de l'éco-anxiété. Du coup, toi, tu as décidé d'agir pour pallier à ça ? Oui, en fait, c'est aussi venu progressivement. C'est-à-dire que les premiers rapports du GIEC, ils font peur, ceux d'il y a 25 ans, mais ils font moins peur qu'aujourd'hui. Donc je dirais qu'à chaque fois, et quand je me replonge dans des études, que ce soit là-dessus ou le Health Check planétaire qui est sorti en septembre, par exemple, à chaque fois, il y a une couche de peur complémentaire. Certes, oui, il y a de l'anxiété. Et aujourd'hui, c'est par exemple une des raisons qui fait qu'on a relancé de façon assez forte l'adaptation, quelque part anticiper les risques climatiques. Et ça, c'est parce qu'il est déjà trop tard sur un certain nombre de sujets. On est obligé d'activer finalement des leviers complémentaires d'action parce qu'on n'a pas du tout avancé suffisamment vite les dernières décennies. Tu es à la tête de l'environnement de Vinci depuis 5 ans. Comment tu vois l'évolution des enjeux environnementaux dans un groupe aussi vaste et international que Vinci ? Alors effectivement, Vinci, c'est 280 000 collaborateurs dans 120 pays, 3 grands métiers. Enfin voilà, c'est un groupe extrêmement important qui a pris la décision en fait d'accélérer sur l'environnement un peu avant mon recrutement quelque part. On a fait dans le passé un certain nombre d'efforts de sujets, sur les côtés diversité, inclusion, insertion sociale, etc. Et l'environnement, il y a eu ce constat de dire on est légèrement en retard. Notre secteur est légèrement en retard, le groupe aussi. En revanche, il y a une partie des solutions qui sont entre nos mains. Donc soyons proactifs, avançons. Maintenant, un groupe comme Vinci, il a pour moi une force essentielle, c'est sa décentralisation. On a un modèle de responsabilisation des business units. C'est un chemin long, c'est-à-dire qu'il va falloir convaincre 5000 patrons de dire, voilà, les prises de décision, c'est pas moi depuis la holding qui vient les prendre, c'est bien vous sur le terrain, avec tout l'écosystème local, territorial, etc., qui en fait la particularité. Donc on le fait avec du sens et de la profondeur. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y a un peu d'inertie dans la mise en route. Mais 5 ans après, je suis plutôt contente des progrès déjà accomplis. Vous avez défini une stratégie RSE claire, avec des objectifs ambitieux pour 2030, notamment en termes de décarbonation et d'économie circulaire. Comment faites-vous pour assurer que ces engagements seront suivis au jour le jour dans des métiers aussi divers que la construction, les aéroports et les autoroutes ? Alors effectivement, notre stratégie RSE, elle repose sur le manifeste du groupe Vinci. Et ça, c'est ce qui lie quelque part les collaborateurs au sein d'une même culture. Il y a 8 engagements dans ce manifeste sur les enjeux de sécurité, de diversité, tous les enjeux sociaux. Et un point spécifique sur accélérer la transition environnementale. Donc juste avant 2020, on a dit, voilà, on vous donne le cap, la direction, avec des objectifs clairs pour 2030. On respecte le fait que les business units puissent prioriser et pour certaines décider de commencer par le climat, pour d'autres par la biodiversité,
biodiversité parce que c'était un sujet, etc. Et quelque part, on a un reporting annuel qui permet de suivre où on en est et dire voilà, ça c'est des objectifs pour tous, voilà notre cap. Et donc c'est moins 40% sur les émissions de gaz à effet de serre direct, notre scope 1-2 si je parle jargon carbone. Et 20% sur le scope 3. Exactement, et 20% sur le scope 3. Toute activité, c'est-à-dire les matériaux qu'on met en œuvre, les équipements qu'on achète et l'usage de nos infrastructures, donc y compris le trafic de Vinci Autoroute. Annuellement, on va suivre l'état typiquement des émissions, mais si je reprends nos émissions directes, on a un parc de véhicules. En France, c'est 45 000 véhicules. Au niveau mondial, c'est peut-être 80-90 000. Mais on sait que l'électrification de nos véhicules va faire partie d'une des actions. L'année dernière, on était à 33% des véhicules en commande sont électriques et à une bonne proportion du parc, en France en tout cas, qui bouge. Donc c'est comme ça qu'on va le suivre par quelques actions un peu précises pour dire est-ce qu'on est en train de mettre les moyens. Et alors justement, tu peux me parler de ce prix de l'environnement, ça consiste en quoi ? Alors le prix de l'environnement, c'est vraiment la mise en mouvement du groupe. On a fait deux éditions. Donc la première, c'était en 2020 en fait. On a une signature qui est We Now. Donc oui, le nous collectif ou individuel d'ailleurs, now, pour dire on passe à l'action dès maintenant. On ne va pas attendre que notre client, les pouvoirs publics, l'URSSAF nous aide sur les véhicules, etc., etc. Chaque action compte. Et par contre, c'est des actions qui ont du sens pour chacun d'entre nous sur le terrain. Et donc, la première édition du prix de l'environnement, c'était, on passe à l'action, vous avez 6 mois et on ne veut que des actions éprouvées. La deuxième édition du prix de l'environnement, on l'a lancée cette année 2024. On a décidé de mettre l'impact au centre. Donc de dire là, c'est pas chaque action du quotidien, on veut des actions impactantes sur les enjeux de business, que ce soit nouveau business model, nouvelle offre de service ou des enjeux d'efficacité opérationnelle, ça rentre dans la case business, et impactantes pour la contribution environnementale positive. Et on a 1000 solutions environnementales. C'est-à-dire que ça marche dans le dynamisme qui est le nôtre. On dit voilà, il y a un concours, donc vous avez jusqu'au mois d'avril 2024 pour déposer des candidatures. On vous aide en région avec des relais, donc on a nommé des rôles. Il y avait un pilote, un modérateur en région, des correspondants, des experts après pour revoir les dossiers, des jurys, ça c'est les patrons régionaux. Pour moi, c'est aussi comme ça qu'on adresse le sujet, c'est de dire en fait c'est sur le terrain que ça se passe. Il y a des projets que vous avez soutenus via ce prix qui t'ont marqué, dont tu veux parler peut-être ? Je vais parler surtout de ceux d'il y a 3 ans, parce qu'en fait, on a notre remise des prix qui va être dans pas très très longtemps, donc je ne veux rien dévoiler sur le palmarès final. Mais par contre, notre grand prix d'il y a 3 ans, c'était Exégie, notre démarche de béton bas carbone. C'est une évidence aujourd'hui, parce qu'on l'a largement déployé depuis. Il y a 3 ans, on s'était dit oui, il y a du potentiel, c'est de l'innovation, c'est intéressant, ça va dans le bon sens. Bon, il a été primé grand prix, en fait, au niveau Vinci. En fait, le béton chez Vinci, c'est 7% de notre empreinte Scope 3. C'est quasiment le même ordre de grandeur que nos émissions directes. Donc c'est un énorme poste. Au-delà de l'avoir mis en œuvre la première fois, le prix primé, c'était l'action sur l'archipel, c'est notre siège social. On a fait des poteaux de structure en béton sans ciment en fait, en ultra bas carbone, en utilisant des laitiers de haut fourneau qui substituent en fait le ciment. Depuis, on a démultiplié cette initiative pour le faire sur des foussoirs de tunnels dans le cadre du Grand Paris, pour le faire sur le village des athlètes, village olympique. Et on a des dizaines de projets sur lesquels ça se déploie, avec un objectif maintenant qui a été acté par Vinci Construction de mettre en œuvre 90% de béton bas carbone d'ici à 2030. Ça, c'est un peu notre étendard. Là, dans le cadre de cette édition du prix, on a donné des défis. Donc, l'un était autour de la renaturation. Pour se dire, l'impact, ça ne va pas être uniquement préserver la biodiversité, au sens détruisons moins, mais comment on peut aussi apporter une contribution positive et donc renaturer. Ainsi, autoroute, on a du foncier en fait proche des autoroutes et on a 200 actions de renaturation pour rendre à la nature quelque part une partie qui a été peut-être trop minéralisée. Tout ce qui est atelier, formation, prévention, c'est des bons leviers pour lever les réticences de vos collaborateurs ou de vos clients sur toutes ces questions. Oui, en fait, il faut décortiquer les réticences. Ce qu'on a créé depuis le lancement, je dirais, de notre ambition, c'était déjà une journée par an. Donc, c'est le 22 septembre, où on dit c'est la journée de l'environnement du groupe. On veut que cette journée soit au plus proche des collaborateurs et du terrain.
Donc c'est plutôt l'idée d'avoir un quart d'heure de chantier en début de journée où dire là on parle de l'environnement. Parlons par exemple de tri des déchets, parce que c'est ça qui va parler à tout le monde sur une équipe de chantier. On a démultiplié quelque part un certain nombre de fresques, de jeux, d'appropriation, etc. du sujet. On a développé en fait un jeu qui s'appelle l'épopée verte, dans l'idée de compléter la fresque du climat et de se dire la fresque du climat, on sort de là, on a mieux compris les mécanismes du changement climatique, mais on a un peu le moral dans les chaussettes, vu l'ampleur de la tâche. Et bien cette épopée verte, elle ne parle pas que de climat d'abord, elle remet un peu tous les enjeux de l'environnement sur la table et elle a 300 solutions environnementales du groupe. Travaillons sur un cas concret. Là, je suis en train de construire une nouvelle ligne TGV dans tel endroit du monde. Progressivement, je regarde tous les enjeux environnementaux et je positionne en fait les cartes solutions en disant qu'est-ce qui est pertinent pour le client. Donc c'est quand même beaucoup de sensibilisation comme ça. C'est un partenariat avec AXA Climate School par exemple. Donc on a une plateforme de e-learning. Et après, c'est beaucoup finalement de démonstration aussi que telle solution techniquement ça marche et de conviction par rapport à nos clients, parce qu'en fait il y a beaucoup de métiers du groupe dans lesquels on est entre deux. On n'est pas producteur de matériaux, alors, sauf la partie agrégat, on va dire, puisqu'on produit, on a des carrières, notamment pour les activités de la route. Mais sinon, en général, on achète des matériaux, des équipements, et on les installe où on construit un bâtiment pour un client. Et donc, il y a beaucoup de démonstrations, de se dire, en fait, on va vous faire une variante. Un rôle, par exemple, dans tous les métiers de l'énergie, qui a été de dire, embauchons des carbologues, dont le métier va être d'aider, en fait, les équipes techniques à faire une variante bas carbone et à la proposer aux clients. Vous êtes engagé à réduire vos émissions de 40% d'ici 2030 ? Alors, on commence à avoir des résultats. Après, le plus gros est encore largement devant nous. En gros, on a fait un quart du chemin. On est presque à moitié du calendrier et on a fait un quart du chemin, donc on a 3/4 encore devant nous. Donc cette année, c'est aussi pour ça qu'on a relancé une édition du prix de l'environnement, etc., pour dire il faut qu'on continue à démultiplier les efforts. Sur nos émissions directes, on a un gros poids sur les véhicules, donc ça commence par du pilotage, c'est une partie d'électrification, ça avance plutôt pas trop mal en France, en Europe, et dans le reste du monde, je dirais quand on est aux États-Unis, avec un certain attachement à la voiture, on a démultiplié les aides finalement aux collaborateurs. Donc j'ai rencontré là, récemment des entités qui me disaient nous on a doublé l'indemnité kilométrique quand c'est un véhicule électrique. Donc financièrement, le collaborateur qui prend sa voiture, c'est pas des voitures de fonction mais sa voiture personnelle pour se déplacer, il touche 2 fois plus d'argent si son véhicule est électrique. On a démultiplié ce genre de choses, ça bouge, pas encore assez, c'est le sujet. Et après si je regarde notre parc de bâtiments, on a passé à la moulinette 600 bâtiments qui sont nos bâtiments de bureaux, à la moulinette de la performance énergétique, du monitoring pour regarder ce qu'on pouvait faire. On est en train progressivement d'équiper de panneaux solaires pour être en autoconsommation électrique. On le fait pour montrer que les solutions sont entre nos mains, on se les applique d'abord à nous-mêmes et c'est aussi des offres pour quelque part faire la même chose chez nos clients. On a commencé quand même à démontrer quand on suit la courbe de notre trajectoire carbone qu'on est capable de faire du découplage. C'est-à-dire qu'on a une croissance économique qui est encore forte sur le même périmètre d'activité et on réduit les émissions. Et comme quoi, croissance économique peut aller avec réduction de l'impact. Oui, tout à fait. Et c'est une de nos convictions fortes, en fait, que ça ne peut pas fonctionner de façon séparée. Et il faut que ça tienne ensemble. Alors chez Vinci, c'est ce qu'on appelle la performance globale. Vous mettez beaucoup l'accent sur l'éco-conception. Tu nous en as parlé tout à l'heure avec le béton bas carbone Exegi. Comment vous mettez en place toutes ces innovations ? Est-ce que c'est facile de les généraliser ? On a avancé sur plusieurs fronts, effectivement, sur le béton bas carbone. Première réalisation, notre siège social avec des poteaux de structure. Et ensuite, c'est de se dire il faut qu'on bosse avec les fournisseurs d'un côté et ceux partout dans le monde, c'est-à-dire trouver des substituts et mettre moins de ciment. Donc on a l'exemple du CHU de Nantes où on a un partenariat avec Imerys sur un substitut qui est du métakaolin. Là quelque part on bosse plus avec des cimentiers mais avec d'autres partenaires. On a ici des startups. On est aujourd'hui dans les locaux de Léonard, notre plateforme d'innovation et prospective, et en fait on accueille chaque année un certain nombre de startups. Il y en a qui bossent sur des matériaux de terre crue, etc. Donc on va explorer un peu tout le champ des possibles pour continuer à innover. Mais on a des cas intéressants de choses qui ne marchent pas aussi, où on s'est fait refouler. Dès qu'on veut mettre un peu moins de matériaux. Il y a encore une résistance à se dire, un béton avec moins d'acier, par exemple, il va tenir moins bien. Okay. Donc là, on repasse par l'écosystème de démontrer que on est capable de prendre dans certains cas des risques aussi. Mais tout ça, il faut que ça rentre quand même dans un cadre où ça reste assuré et où le donneur d'ordre et ses équipes techniques acceptent. Tu nous parlais tout à l'heure d'une économie circulaire, vous avez des ambitions fortes, vous visez le 0 déchet en décharge d'ici 2030. Quelles sont les plus grosses difficultés pour atteindre cet
cet objectif. Est-ce que la gestion des sous-traitants ou l'innovation technologique pose encore des problèmes ? Sur la question des déchets, le premier sujet, c'est en fait d'avoir la place sur les chantiers pour correctement trier. Donc on a encore beaucoup d'efforts à faire pour l'organisation collective du chantier avec les sous-traitants, avec les co-traitants. Donc on a un intrapreneur en fait dans le groupe qui a créé une structure qui s'appelle Waste Marketplace qui vise à optimiser en fait les filières de recyclage des déchets spécifiques de chantier. Après, notre objectif de zéro déchet en décharge, il s'applique pour les concessions, où là c'est différent puisqu'en fait on va traiter à la fois nos déchets à nous bien sûr, mais également les déchets des usagers, donc de Vinci Autoroute, de Vinci Airport, y compris les déchets dans certains cas des compagnies aériennes, et ce partout dans le monde. Ça veut dire que sur un aéroport en République dominicaine, au Brésil, en Serbie, on est obligé de créer un centre de tri et on est obligé de trouver une par une en fait les filières de recyclage pour éviter effectivement de mettre ces déchets en décharge. Donc aujourd'hui, on est déjà à près d'une vingtaine en fait de plateformes aéroportuaires qui sont zéro déchet en décharge. Ça veut dire quelque part, mais c'est ce qui me rend très positive, c'est en fait on arrive avec des savoir-faire sur cette gestion-là dans des pays où il n'y a pas une attention très très forte et on va démontrer que c'est possible. Vinci est parfois pointé du doigt pour l'empreinte carbone importante de ses activités. Comment vous répondez à ces critiques ? Je pense qu'on a pris les choses à bras-le-corps, d'abord, avec toute l'humilité qui est la nôtre aussi, parce que les sujets, effectivement, sont extrêmement vastes. Là, quand je dis on a pris le sujet à bras-le-corps, c'est de se dire, bougeons-le de l'intérieur. Pour moi, ce serait pas responsable de dire je change de métier, je vais aller dans des secteurs plus propres. Et donc, j'abandonne le cœur de ce qu'on faisait, etc. On a plutôt pris ce chemin de dire transformons de l'intérieur. Donc oui, on a des infrastructures de mobilité, ça émet des émissions. Oui, on a des plateformes aériennes. Mais en fait, comment on arrive à les faire bouger de l'intérieur ? Donc on a un premier aéroport à Toulon hier qui est net zéro carbone. Il a réduit ses émissions sur la partie opération, qui est la nôtre en direct, de 92,5%. Et il compense en plantant des arbres, effectivement, pour les 7,5% restants. La démarche est la bonne. Pour réduire les émissions de nos compagnies aériennes, en fait, qui sont nos clients et donc de l'usager, on met en place de la modulation tarifaire. Alors pour l'instant, c'est modeste, mais c'est de dire, en fait, quand vous venez, si vous avez du carburant d'aviation durable, un moteur optimisé, etc., vous allez avoir un système de bonus-malus sur votre arrivée et votre, quelque part, redevance aéroportuaire. J'avais vu une étude il y a quelques mois qui disait que je crois un peu plus de 60% des Français croyaient que la RSE, c'était pour faire joli et que ça n'avait pas un vrai impact dans les entreprises. Nous, on essaye de démontrer le contraire avec ce podcast. Est-ce que toi, tu trouves que tu as suffisamment de champ d'action pour pouvoir faire changer les choses ? Est-ce que parfois tu te sens un peu limité ou quel est ton sentiment là-dessus ? Non, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de soutien en fait de notre grand patron qui le fait par réelle conviction en fait et une conviction triple, c'est-à-dire que je reviens au fait que le social, l'économique et l'environnement, ça marche ensemble. J'ai cette chance d'être au COMEX du groupe, donc quelque part, quand il faut faire bouger un peu les lignes sur tel et tel sujet avec un patron opérationnel, je les croise très très souvent, et d'avoir un groupe suffisamment vaste. Alors oui, c'est énorme. Mes amis m'ont dit quand je suis arrivée, t'es au pied d'une montagne, tu te rends pas compte comme c'est énorme. Mais en fait, on va toujours trouver un endroit où il y a des personnes qui ont envie de bouger. Et donc de tester quelque chose. Vos activités aéroportuaires et autoroutières sont évidemment cruciales, mais elles polluent énormément. L'objectif de 50% de réduction des émissions pour les autoroutes est super ambitieux. Est-ce que vous êtes sûr d'y arriver ? L'objectif de 50% pour les autoroutes, il est d'ailleurs remonté à la hausse à 66% pour les aéroports. C'est sur nos émissions directes. Donc c'est tout ce qui est l'opération, en fait, l'exploitation quelque part d'une autoroute, d'un aéroport. Et oui, on est en train d'y arriver à 2030, et ce, dans toutes nos géographies. Donc ça, on y arrive. Ça veut dire qu'on équipe, par exemple, en Serbie, le mix d'électricité est extrêmement carboné parce qu'on fait appel à du charbon. Et ça veut dire que l'électrification ne suffit pas, donc on équipe nos plateformes aéroportuaires de panneaux solaires pour être capable de produire l'électricité qu'on va utiliser et de progressivement donc substituer, ne plus utiliser de fuel ou vraiment du résiduel. Le gros enjeu après sur les autoroutes, c'est les 20% de réduction sur les émissions liées au trafic, dont on n'est pas responsable à 100%, mais qui sont bien nos usagers de l'autoroute. Et là, effectivement, on s'est doté d'un objectif ambitieux de réduire de 20%. Notre cheminement d'idées, c'est de se dire, nous, on est acteurs du rendre possible la décarbonation
en ayant une infrastructure. On ne doit pas avoir la crainte pour un usager de prendre l'autoroute et de faire 500 km en véhicule électrique. Donc il faut qu'on équipe de bornes de recharge. Toutes les stations, les aires de service en fait du réseau qui sont équipées d'au moins 6 bornes de recharge rapides pour se dire voilà, rendons possible le cheminement. Le gros, il est effectivement encore sur l'aérien, sur les poids lourds, où là on est beaucoup plus modeste dans le fait de pousser quelques innovations, d'explorer les carburants d'aviation durable. Donc on a des projets d'explorer l'hydrogène. Notre aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est un peu notre hub où on commence à s'approprier l'hydrogène comme énergie déjà pour l'opération de la plateforme aéroportuaire, mais pour être capable demain de le mettre, alors sous forme de e-fuel, sous différentes formes, dans les avions, effectivement. Aujourd'hui, vous prenez les plateformes aéroportuaires, en Europe, toutes nos plateformes distribuent du carburant d'aviation durable. Un des freins, c'est qu'il y a très peu de compagnies aériennes qui l'achètent. Mais c'est vrai que ces secteurs-là, ils avancent quand même plus lentement, l'aviation. Oui, et il y a des questions technologiques, bien sûr, liées à la motorisation, et il y a des questions d'approvisionnement de la ressource. C'est-à-dire que pour faire du carburant d'aviation durable, on a besoin de biomasse. Il est hors de question d'aller prendre de la biomasse alimentaire. Donc à partir de là, c'est comment on structure les filières de déchets pour en avoir suffisamment. Et pour terminer, notre question phare, Isabelle, pourquoi c'est cool la RSE ? La RSE, c'est quand même un sujet dans lequel je suis tombée en faisant mes études et je suis restée parce que d'abord, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on ne peut pas être contre. Ce serait, voilà, il n'y a pas de gens qui sont contre la RSE. Éventuellement, ils sont contre des éoliennes, le nucléaire, etc. Mais en fait, on ne peut pas être contre les grands principes du développement durable. Donc ça, déjà, c'est extrêmement fédérateur. Et ensuite, c'est un sujet qui touche à tout dans l'entreprise. Donc moi, je fais parfois des calculs un peu détaillés, précis, de bilan environnemental de telle et telle solution. Je rencontre des gens dans le groupe qui disent « Moi, j'ai une super innovation, aide-moi à la développer. » Donc je suis dans l'intrapreneuriat, quasiment coaching. Je suis sur des enjeux stratégiques. Est-ce qu'on a raison d'aller dans tel type d'activité et est-ce que ça rentre avec nos principes de performance globale ? Donc en fait, pour moi, c'est à 360 degrés. C'est même encore plus riche que quand j'étais dans le conseil en développement durable, en fait, de le faire au sein d'une entreprise. Donc définitivement, c'est cool la RSE. Merci beaucoup Isabelle. Merci.